Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. C'est une nouvelle qui a pris un peu le monde de l'aviation de court en fin de semaine. On savait que c'est une compagnie qui allait pas très bien. De là à suspendre, arrêter tous ses vols. Spirit Airlines, que certains connaissent au Québec. Là, je pense qu'il y a des gens qui l'utilisaient parfois, un vol à voyageurs à rabais. Certains l'utilisaient là, pour des vols, par exemple, vers la Floride. Jacob Charbonneau, PDG et cofondateur de Vol en retard, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ça va pas super bien dans l'aviation, mettons. Là. Certains gros transporteurs avec les reins solides enlèvent des vols carrément, suspendent des lignes, des liaisons. Mais là, pour ceux qui allaient déjà mal, le prix du kérosène, c'est tout un problème. Oui, tout à fait, surtout pour les compagnies à bas prix qui ont un modèle d'affaires un petit peu différent où chaque dollar compte et souvent les marges sont beaucoup plus fines là, que les autres transporteurs. Ouais. Spirit, on savait qu'il y avait des ennuis, il avait parlé de fusion, etc. Ça avait été refusé par les autorités. Ça fait un bout de temps là, que ça tire le diable par la queue? Ça fait un petit moment. C'est une compagnie là, qui existe déjà là, depuis plusieurs décennies, en fait, qui ont différents, qui offrent des services, notamment dans les Caraïbes, aux États-Unis. Il y avait une petite présence canadienne, un petit peu sur Toronto, ponctuel, saisonnier, sur Montréal et très marginal là, sur Vancouver. Ouais. Mais je pense que corrigez-moi, les Canadiens qui allaient le prendre à Burlington ou à Plattsburgh, allaient le prendre de l'autre bord de la frontière souvent, là. Oui, souvent, donc ça permettait là, d'avoir des vols à bas prix dans un aéroport près. Là. Là, le lien, Spirit, c'est une chose. Je pense pas qu'il y a tant de Canadiens que ça qui l'utilisaient et que ça va désorganiser. C'est plus la tendance générale où on se dit, écoute, s'il y a moins de compétition, s'il y a des joueurs qui suspendent les vols, si le kérosène coûte 50 à 100% plus cher, faut se préparer à voir les prix des billets d'avion augmenter. C'est sûr qu'en ce moment, il y a une grande période d'incertitude au niveau des transporteurs où est-ce qu'on réduit la capacité, qui dit réduction de capacité, si l'offre, si en fait la demande reste aussi forte ou elle augmente, ça vient mettre une pression sur les prix, notamment quand on a des transporteurs à bas prix comme ça qui vont disparaître, parce que souvent les autres transporteurs vont émettre un certain nombre de billets à bas prix pour garder une certaine compétition pour ce segment-là. Donc si les transporteurs à bas prix qui ont souvent les prix qui sont les plus bas disparaissent, ça l'enlève un petit peu cette couche de billets-là qui permettait à certains voyageurs de pouvoir voyager à très bas prix. Si ça devait perdurer, là, on a toujours l'espoir que ça soit la fin. Encore hier, il y avait de l'espoir qu'aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, on le rouvre un peu, mais finalement, il n'y a pas l'air à se passer grand-chose. Les espoirs sont toujours déçus. Ça devait durer un autre mois, 2 autres mois. Êtes-vous inquiet pour le prix du kérosène, les conséquences sur l'aviation? En fait, sur les conséquences de l'aviation, certainement, parce que si on commence à avoir certaines destinations qui ne peuvent plus être ravitaillées, là, ça serait problématique. Si ça reste juste des surcharges, évidemment, ça va se retransmettre sur le prix des billets, mais souvent, les compagnies ont des stratégies, vont acheter des blocs de carburant, peuvent prévoir à long terme, donc peuvent amoindrir les effets. Mais s'il manque de carburant sur certaines destinations, c'est là que ça devient très problématique et ça peut devenir problématique rapidement. Eh bien, on va surveiller les prochaines étapes, les prochaines annonces. Jacob Charbonneau, PDG, cofondateur de Vol en retard. Merci. Au revoir. Tribune téléphonique aujourd'hui. On va revenir sur l'entrevue qu'on a faite il y a environ une demi-heure sur les peines. Les peines de prison. Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas des peines bonbons? Pour beaucoup d'avocats de la défense, il faut pas dire ça. Ou les peines Netflix. Les sentences à domicile ont leur avantage, permettent à des gens, par exemple, de ne pas quitter leur emploi. En dehors de leurs heures de travail, ils sont censés être confinés à la maison. Tout à l'heure, on a un avocate qui nous disait, les agents de service correctionnel peuvent appeler. Là. À tout moment, ils peuvent appeler, ils peuvent vérifier est-ce que la personne est bien là, est bien chez elle, etc. On a quand même des auditeurs qui nous ont écrit là, pour dire, je pense que je n'ai vu au moins 2 ou 3 dire, écoutez, sur telle période, moi, il a appelé. Il y en a un qui a dit qu'il n'a jamais été appelé. L'autre, c'est pas lui-même, mais c'est une personne qu'il connaît, qui a été appelé une fois par mois les 2 premiers mois, sur 21 mois, a été appelé une fois par mois les 2 premiers mois, jamais rappelé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression qu'on donne des sentences pour des crimes
trop graves, des sentences trop peu sévères. Qu'est-ce que vous pensez des peines à domicile? Qu'est-ce que vous pensez aussi des peines pour les récidivistes? Là? Est-ce qu'on devrait avoir accès à libération conditionnelle, peine à domicile? Est-ce qu'on devrait avoir accès à ça juste la première fois? Ou est-ce qu'on doit pouvoir en profiter la 2e, 3e, 4e, 5e, 10e offense? Là? Je vous lis les propos là, en fin de semaine dans le dossier de Valérie Gontier et Camille Payant, le juge en chef du Québec, Henri Richard, là, qui dit que ça n'existe pas des peines bonbons. Il comprend pas pourquoi les juges se font reprocher d'être trop cléments. Il dit « Je ne peux pas comprendre que l'on puisse accuser des juges de rendre des peines bonbons. Ce n'est pas vrai, c'est rigoureusement faux. » Il dit que ce sont les juges qui sont liés parce que dit la Cour d'appel, la Cour suprême, donc il y a un encadrement. Puis là, il dit c'est le gouvernement canadien qui a changé la loi. Ce sera au gouvernement canadien d'imposer des peines minimales obligatoires pour faire en sorte de guider le juge. Mais il y en avait des peines minimales obligatoires, puis on les a enlevées. Le gouvernement Trudeau les a enlevées en disant « Ah, faut laisser la discrétion aux juges, là, on est trop sévère, il y a trop de monde dans les prisons. » On veut vous lire 187 Cube Radio. On veut voir ce que vous en pensez. On a déjà plusieurs réactions, là, tu le disais, Mario, pendant ton entrevue. Plusieurs réactions sur le 187 Cube Radio. Alain de Marieville qui dit oui pour une première offense. Après la prison, il n'y a pas de pardon. Il y a aussi Antoine de Montréal qui dit Mario, il y a une grande partie de la population qui croit plus au système judiciaire du Québec. Il va falloir que la justice se mette dans la tête qu'on n'y croit plus, que c'est... il dit que c'est une justice de clown. C'est de la façon qu'il qualifie la justice au Québec. Ça revient quand même beaucoup là, dans les textos, à quel point on n'a plus confiance en notre justice, en notre système judiciaire. Sinon, on a Pierre de Vancouver qui dit, avec tout ça, ça veut juste dire qu'on se fout complètement des victimes. Gaétan de Lanaudière, il n'y a plus de justice, c'est honteux. Ça fait réagir là, sur le texto. Il y a une couple de personnes, je ne sais pas s'ils vont nous appeler, qui disent que tu peux tricher, là. Antoine, par exemple, André, il dit il y a des systèmes téléphoniques qui font croire que tu es chez toi quand tu es à l'extérieur. Je me suis posé la question là, sur ces appels. Est-ce qu'ils t'appellent? Est-ce que ça prend une ligne fixe? Parce qu'aujourd'hui, là, la grande majorité des gens n'ont pas de ligne fixe. C'est des cellulaires. Hein? C'est des cellulaires. Fait que là, si on fait sonner ton cellulaire, excuse-moi, mais à moins qu'il y ait vraiment du bruit là où si t'entends une foule, t'es au Centre Bell, puis le Canadien compte un but, je comprends que là, c'est suspect, mais si t'es dans un lieu assez tranquille, là, tu te dis, oui, je suis chez nous, pas de problème. Est-ce que c'est vérifiable? Ou bien est-ce qu'on oblige l'installation d'une ligne fixe à ces gens-là, peut-être aussi, là? Parce que quand t'es à la maison, une peine Netflix, ça te dit dans le nom, tu peux écouter la télé, tu peux travailler même, tu peux te promener. Ceux qui défendent ça disent, écoute, si tu mets cette personne-là en prison, par exemple, prenons par exemple une première offense, si tu mets cette personne-là en prison, là tu l'obliges à quitter son emploi. Là, la personne va rentrer en prison, plus de job, probablement que son employeur ne le reprendra pas, mettons 3 mois après ou 6 mois après, elle ne voudra plus le reprendre. Puis là, la personne en prison va connaître aura plus de revenus, aura plus sa source de revenus, puis va rencontrer plein de mauvaises personnes, tu comprends, qui peuvent essayer de le recruter. Fait qu'il y a des gens qui vont dire, des criminologues qui vont dire ça, c'est une machine à créer des criminels endurcis. Fait que pour une première offense, t'es mieux de dire à la personne, garde ton emploi, tu vas aller travailler, on va te donner une permission, tu travailles de 8 à 5, on va te permettre de sortir de la maison de 7 à 6. Moi, je reconnais qu'il y a une logique. C'est juste que là, quand tu dis que des gens là, qui ont des dossiers épais de même, puis là, récidivistes, puis là, encore une peine à la maison, tu sais, c'est des gens qui jouent le système. Il y en avait un la semaine passée, là, il était condamné pour fraude, il est chez lui à la maison, puis qu'est-ce qu'il fait? Il peut frauder. Il fraude. Ben, c'est ça. Où est-ce qu'il a fraudé les gens en direct de son salon? C'est pas ridicule. C'est pas ridicule un peu, là. Tu sais, il est chez lui, puis il fraude. Il y a Maxime qui est en ligne. Bonjour, Maxime. Bonjour, ça va? Oui, vous en avez connu, vous, personnellement? J'en ai connu 2. OK. Et est-ce que ça appelait souvent? Est-ce que les vérifications sont rigoureuses de la présence à la maison? Ben, les 2 fois, les 2 gars, oui, ils appelaient matin et soir. D'autres heures fixes. Genre à 10h puis à 11h. OK. Il y en a un qui était vraiment pas discipliné, fait qu'il s'est fait pogner, il sortait tout le temps. Puis l'autre, il est très discipliné, mais lorsque le téléphone de 11h est passé, moi, je travaille dans un bar, mais on le voit arriver. OK. Ce que vous voulez dire, il attend 11h, il répond, il dit « Oui, je suis à la maison, puis 11h05, il est parti pour le bar. »
C'est ça. OK. Fait que oui, selon moi, c'est des sentences vraiment bonbons. Ouais. Pour vous, c'est pas vraiment... On se fait des accroires quand on dit que c'est sévère et que c'est une privation de liberté. Ben, celui qui était pas discipliné, ça fait 30, puis il était faire 8 mois de temps. Il restait 8 mois, puis il était là faire en dedans. OK. Fait que quand tu te fais vraiment prendre que tu respectes pas tes conditions, là, ton temps, il te le ramène en dedans. Ça, je pense que c'est important quand même de le dire. Ouais. La question que je posais tantôt, est-ce qu'ils sont obligés à installer une ligne fixe dans leur maison ou leur appart? Oui? Oui. OK, oui. Le cellulaire, ça marche pas, là, parce que sinon, c'est trop facile. Non. Non, puis si tu fais transférer ton numéro de ligne fixe à ton téléphone, ils peuvent le savoir. Oh, on s'en rend compte. Ouais. OK. Fait que c'est comme vous êtes dans un entre-deux. Là. Il y a un certain sérieux. Il y a quand même des mécanismes pour surveiller, mais bon, il y en a qui... C'est déjouable. C'est déjouable. Je comprends. Non, celui qui sort de la maison à 11h05, une fois que le téléphone... En fait, c'est le fait que les appels soient toujours aux mêmes heures, ça t'aide à planifier tes affaires, là. C'est ça. Ouais. C'est ça que je trouve un peu nono. Ouais. Maxime, est-ce que... Avez-vous l'impression, parce que je sais pas la gravité de ce qu'on... Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Est-ce qu'on donne des peines à domicile pour des crimes très graves, là, très violents, très graves? Je sais pas moi, ce que j'ai connu, un, c'était... je sais pas si on peut trouver ça grave, ça dépend du niveau de moralité de la personne, mais un, c'était de la vente de coke. OK. Et, l'autre était un voie de fait sur un moment où il s'est senti... d'un certain sens agressé. Je comprends. Donc, c'est ça. Lui, dans sa tête, c'est pour se défendre, mais le juge n'en a pas... J'ai pas vu ça. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Maxime. Merci à vous, bonne journée. D'autres On a messages? Jean-Pierre de Longueuil qui dit « Les peines à la maison, ça me dérange pas en tant que tel, mais pour la récidive, il faut être plus sévère après 2 annulations du droit d'avoir une peine abrégée et peine plus sévère que la première, ainsi de suite. » Parce que tu disais, Mario, tout à l'heure, par rapport aux peines Netflix, que tu peux être à la maison, tu peux travailler, etc. Oui, mais ça dépend toujours du crime qui a été commis. Il y a Magali de Grenby qui dit « Les coupables sont à la maison, ils se plaignent alors qu'ils peuvent travailler, se promener dehors, regarder la télé. T'as fait des conneries graves, ben assume. » OK, ouais. Il y a quelqu'un qui nous dit, qui amène un aspect dont on n'a pas parlé, les victimes, là. Que on se fiche avec tout ça, on se fiche des victimes, on enlève l'effet dissuasif. Pourquoi être un bon citoyen quand il n'y a que peu de conséquences à fourvoyer les autres? Moi, je pense qu'on peut être un bon citoyen malgré le système judiciaire. On ne veut pas y avoir affaire en théorie. Il y a Micheline qui est en ligne. Bonjour Micheline. Oui, bonjour. Bon. Pour moi, c'est encore le problème de structure et d'effet dissuasif. En fait, on a le problème avec les jeunes, on a le problème avec toutes sortes de gens, les fraudeurs en ligne. S'il n'y a aucun effet dissuasif, non seulement on dit aux victimes que eux, ils sont pas importants, mais on dit aussi aux criminels que mais c'est pas grave. Alors pourquoi on serait bon? Pourquoi on serait des bons citoyens si on peut vivre à fourvoyer les autres? Parce que de toute façon, sinon, on a une petite peine à domicile, on rentre... On reste chez soi ou on va en prison pas longtemps, l'hiver, on se fait loger, nourrir, tout va bien et puis on ressort. Je comprends pas. L'effet dissuasif manque, la structure manque partout. Puis c'est ça qui, pour moi, qui est le plus gros problème. Fait que vous avez l'impression que le message qui est passé aux criminels par la société ou par la justice n'est pas le bon? Ben, effectivement. Mais pourquoi on aurait autant de jeunes aussi qui deviennent des criminels aujourd'hui? Ça, c'est un autre problème. On a la loi... Vous savez, Micheline, ça, c'est un autre problème. On a la loi sur les jeunes contrevenants qui, elle, est basée encore plus sur la réhabilitation pour qu'ils aillent en prison le moins possible, tout ça. Mais là, le problème qu'on a, c'est que les bandits vont voir des jeunes. Mettons, il faut faire une job, là, allumer un feu dans un restaurant, mettre le feu dans un restaurant. Mais les bandits vont expliquer aux jeunes, tu sais, toi, là, tu vas être couvert par la loi des jeunes contrevenants. Si tu fais le même geste que moi, ça va être bien moins sévère. Fait que tu sais, t'offres aux jeunes 500$ pour faire la job, mais tu lui expliques en même temps que la loi qui s'applique à lui, c'est pas la même, tout ça. Fait que là aussi, là, c'est un message, tu sais, vous dites, on passe pas le bon message. Ça, c'est un message qui avait été passé pour la réhabilitation des jeunes. Mais là, maintenant, qui est utilisé par les malfaiteurs pour recruter des jeunes, c'est pas trop idéal. Mais c'est la même chose. Donc, si les jeunes sont capables de se faire convaincre parce que la peine n'est pas longue, les gens plus âgés ne sont-ils pas, ils se convainquent pas eux-mêmes
de dire, ben c'est pas grave, la peine ne sera pas longue. On peut l'appliquer de l'un à l'autre. Tu sais, je me dis, si on le voit chez des jeunes, il n'y a aucune raison pourquoi que ça soit pas un effet non dissuasif. On enlève l'effet dissuasif pour les gens qui sont plus âgés aussi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça le problème. C'est qu'il y a un ménage à faire là-dedans. Micheline, merci de nous avoir appelés. En fait, merci à tous ceux qui nous ont écrit, appelés. On s'arrête.